Pour cette capsule numéro 4 du podcast J'ose dire, je suis très fier de vous présenter un précieux collaborateur. Nous échangeons depuis déjà quelques mois. C'est un psychologue de 43 ans d'expérience. Il s'appelle Gilbert Richer. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la peur. Dans un prochain podcast, cela nous amènera à la dépendance affective. Bienvenue, Gilbert. Oui, bonjour Stéphane. Merci de ton invitation. C'est la moindre des choses. Gilbert, le sujet dont on va parler aujourd'hui est un sujet qui, malheureusement, fait partie de nos vies depuis fort longtemps, la peur. Oui. Qu'est-ce que la peur, Gilbert? Comment on peut définir la peur? Je pense que si on démarre une réflexion sur la peur, il faut regarder dans un premier temps de quelle façon on peut la situer dans un contexte de vie normal. Parce qu'il y a des contextes où la peur est toxique et elle n'est pas tout à fait normale. On peut séparer les peurs en deux catégories, les peurs innées et les peurs que l'on acquiert tout au long de notre croissance, évidemment, et plus particulièrement durant l'enfance. Ça veut dire... les peurs normales, on s'entend pour dire en général qu'il y a trois peurs innées, soit la peur du noir, la peur des objets rampants, et la peur des bruits forts. Les objets rampants, parce qu'on est bipède, donc notre système de défense, nous les humains, ce sont les poings. Les poings sont trop éloignés du sol et au niveau des chevilles, on n'a pas de protection. Donc, la nature, dans sa sagesse, a prévu qu'on doive faire attention, s'éloigner, avoir peur, craindre les objets rampants. La peur du noir, c'est parce que parmi les mammifères, l'être humain est celui qui voit strictement rien dans le noir, donc il devient en danger de survie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que toutes les villes sont illuminées. Donc, l'être humain doit craindre le noir pour préserver sa survie. Et on voit d'ailleurs l'enfant vers l'âge de 3 ans et demi, qui va demander à ses parents de mettre une petite veilleuse, de conserver une lumière ouverte dans sa chambre parce qu'il commence à avoir peur. Les bruits forts constituent une agression. Lorsqu'un enfant entend un bruit très fort qui le fait sursauter, il va immédiatement pleurer et les parents vont devoir le prendre, le sécuriser et le consoler. Alors, tous ceux qui vivent dans le cadre d'un bruit fort vivent une agression sonore et leur propre agressivité à ce moment-là s'élève et on voit qu'ils deviennent impatients. Il y a certaines craintes aussi qui se développent dans le cadre de la relation éducative qui sont essentielles pour l'équilibre. Je prends un exemple simple. Si je suis parent et j'ai un enfant de 8 ans dont le comportement mérite des remarques, mérite une intervention, et si je suis un parent qui cherche à faire attention à la relation qu'il a avec son enfant, je vais m'arranger pour lui faire une remarque, mais de façon gentille, de façon non agressante, pour éviter que, en tant que parent, j'éprouve de la culpabilité. Donc, j'ai peur d'éprouver de la culpabilité. Si je heurte mon enfant, alors je vais faire attention. Fait que la notion de peur fait partie de l'équilibre à la base et constitue un apport important à la santé émotive, à la santé mentale. D'ailleurs, la peur des conséquences est un thème qui joue un rôle extrêmement important dans le développement des stades de la personnalité chez l'enfant, donc environ vers l'âge de 4 ans, 4 ans et demi. Alors, ce qui se produit à cette période-là, c'est que l'enfant doit quitter la troisième phase du développement de la personnalité dans laquelle il se situe depuis environ l'âge de 2 ans, soit la phase impulsive, pour s'engager dans la quatrième phase du développement de sa personnalité qui porte le nom de autoprotection. Alors, comme son nom l'indique, l'enfant commence lentement à se
protéger contre les conséquences. Les conséquences sont tout simplement papa est fâché, maman est fâchée, petite punition dans sa chambre, etc. Donc, il commence à évoluer vers une saturation des conséquences qui va générer la peur des conséquences. Donc, l'enfant va commencer à apprendre à freiner les excès de son comportement, va apprendre lentement à maîtriser les excès de sa pulsion agressive. Donc, la peur joue un rôle important sous plusieurs aspects dans le développement humain. Par contre, il y a d'autres peurs que l'on acquiert et qui comportent un volet qui est toxique. Alors, parmi ces peurs-là, il y a celles qu'on acquiert dans la dysfonction familiale, comme par exemple la peur d'éprouver du rejet, la peur d'éprouver de l'abandon, du jugement, du ridicule, la peur de subir éventuellement un pouvoir, la peur d'éprouver une sensation de culpabilité excessive. On peut aussi développer certaines craintes à saveur toxique dans le développement de notre vie sociale, comme à l'école, par exemple, avec l'intimidation. Il y a des adultes qui évoluent actuellement dans des états d'angoisse très marqués et c'est directement relié à l'intimidation, donc des phénomènes d'agression qui ont été subis. Donc, les peurs toxiques que l'on acquiert ne viennent pas exclusivement d'une croissance dans la dysfonction familiale, mais de façon privilégiée, oui. Alors Gilbert, très intéressant ce que vous racontez et plus complexe qu'on pourrait le penser. Bon, qu'en est-il maintenant des peurs toxiques dans le développement de la personnalité de l'individu? Dès le moment où ces peurs à nature toxique-là commencent à s'enraciner chez l'être humain, et ça peut commencer très très tôt dans l'enfance, dépendant évidemment du type de dysfonction familiale dans laquelle l'enfant évolue, ça crée ce que moi j'appelle une inversion à 180 degrés du développement. Dans le sens suivant, c'est que quand on observe un enfant tout bonnement, tout naïvement, qu'est-ce que l'on note? On observe que l'enfant suit instinctivement tout ce qu'il ressent. En fait, c'est ce qu'il ressent qui commande ses comportements. De sorte qu'on peut résumer le développement d'un enfant de la façon suivante, dans sa plus simple expression. L'enfant ne va accomplir que ce que ça lui tente et n'accomplira pas ce que ça ne lui tente pas de faire. Donc, on observe une parfaite continuité entre ce qui est ressenti et le comportement qui est émis et que l'on observe. Donc, la nature a prévu une première règle, c'est qu'il doit y avoir une continuité entre ce que l'on ressent et le comportement qui est émis. Les peurs toxiques qui s'accumulent dans l'enfant dans le cadre de la relation parentale, qui, à ce moment-là, qu'il subit, vont inverser ce processus-là. Donc, lentement, avec l'âge, parfois plus rapidement, ça n'est plus ce que je vais ressentir qui va dicter mes comportements. Je vais inverser. C'est maintenant des comportements que je vais développer et qui vont avoir comme objectif de ne pas ressentir. Alors, on se coupe du ressenti complètement. Oui, parce que ressentir comporte de plus en plus un malaise. Dans certaines situations, le malaise devient intense au point qu'il porte le nom de souffrance. Et le développement, maintenant, est orienté vers la culture d'une distance avec ce qui est ressenti. Donc, par exemple, si je suis le dernier de la famille, ma mère ne voulait pas d'autres enfants, elle en a 5, 6, elle en a assez. Bref, je me développe dans un contexte familial où lentement je deviens habité par une sensation que je suis de trop. Je commence à éprouver des sensations de rejet. Le rejet est une peur acquise, ça n'est pas une peur innée. Donc, étant donné que le rejet commence à me faire mal, je vais orienter mon comportement de façon purement intuitive vers une conduite qui va me prémunir contre le rejet. Alors, ça
peut, par exemple, devenir un ensemble de comportements à l'intérieur desquels je vais chercher désespérément à ce qu'on m'aime. Pourquoi? Pour éviter d'entrer en contact avec le rejet. Donc, je ne serai plus véritablement moi-même parce que mon cerveau émotif commence à faire une association entre, d'une part, le fait d'être moi et d'autre part, d'éprouver du rejet. Donc, je vais limiter pour éventuellement annuler toute relation entre ce que je ressens et la façon avec laquelle je me comporte, pour maintenant développer des comportements pour éviter la sensation du rejet. Comment? En offrant à l'autorité parentale ce qui est attendu de moi. Je vais préparer ce que va devenir ultérieurement ma dépendance affective. Et ça veut dire que, parce que là, on parle d'une situation, mais on peut développer comme ça différentes approches, différents ajustements à notre personnalité pour correspondre aux attentes des gens qui nous entourent. Là, on parle des parents, mais éventuellement, c'est le patron, c'est la conjointe, ce sont les enfants. Oui, lorsque je mets au point ce qu'on appelle des comportements adaptatifs, dans l'enfance, des comportements de cette nature-là, la personnalité va maintenant s'orienter autour de cette dynamique-là. Ça devient le cœur du fonctionnement de la personne. Et tout ce qui va se produire ultérieurement, c'est que ces comportements adaptatifs-là, qui ont construit ce que va devenir l'héritage émotif, ce sont ces comportements-là qui vont gérer, administrer ma conduite générale à l'âge adulte. Donc, ça ne sera pas moi qui va administrer ma conduite, mais bien cet héritage émotif-là. Est-ce qu'il y a un jour où on prend conscience de tout ça? Est-ce qu'on frappe un mur à un certain moment donné où il y a des gens qui vont vivre toute leur vie conditionnés de cette façon? Les deux cas, les deux possibilités existent. J'ai connu des patients qui m'ont rapporté certaines situations avec leurs parents, parents qui les ont agressés physiquement, psychologiquement, émotivement durant toute leur enfance. Et ces gens-là sont décédés à 80, 82, 85 ans et sont morts dans une parfaite inconscience, imprégnés de leur rage. Donc, il y a des gens qui, en aucun temps, ne vont changer. Par contre, il y a des gens qui vont aboutir à ce que j'appelle la faillite émotive. Vous savez, M. Roy, il y a deux faillites dans la vie, la faillite financière et la faillite émotive. La faillite émotive signifie que tous les comportements d'adaptation que j'ai mis au point dans l'enfance et qui ont érigé ce que j'appelle mon héritage émotif, à un moment donné, ça devient plus possible de fonctionner comme ça. Parce que il y a une partie de moi qui est devenue adulte, mon corps, mon intellect, mes compétences professionnelles. Et d'autre part, je continue à 25, 30, 40, 50 ans d'administrer ma vie émotive de la même façon que celle que j'ai mise au point dans l'enfance. Donc, je suis un enfant camouflé dans un corps adulte. Et cette distance-là, cette dualité-là, à un moment donné, connaît une rupture. Et c'est le rôle du malaise, de l'inconfort émotif, que de révéler à l'individu cette dualité-là et cette façon infantile-là de gérer, d'administrer sa vie émotive. Et il n'y a pas d'âge pour y arriver. Il y en a chez qui ça arrive très tôt et chez d'autres beaucoup plus tard. Mais lorsque ça arrive très, très tard, la prise de conscience est beaucoup plus difficile parce que ces gens-là doivent constater les décennies derrière eux durant lesquelles ils ont connu énormément d'échecs et ils ont fait beaucoup de dommages. À partir du moment où on prend conscience de tout ça, donc les gens qui nous écoutent en ce moment et qui veulent faire l'inventaire de tout ça, est-ce que vous avez quelques conseils, quelques trucs à nous donner pour peut-être nous déposer et amorcer une réflexion? Oui, bien sûr, pardon. Les trucs en question, je les baserai sur ce qu'un auteur a dit. Je crois que c'est Boris Cyrulnik. Il a affirmé ceci. Lorsqu'on ne sait pas d'où l'on vient, on ne peut savoir dans quelle direction on se dirige.
Si on est libre du passé, on est libre du futur. Donc, la première étape, c'est d'arriver à circonscrire, d'arriver à cerner la nature de nos difficultés, les percevoir, en prendre conscience, les comprendre, regarder comment ça s'articule. Deuxièmement, regarder ma feuille de route, mon histoire personnelle. Dans le sens suivant, comment se fait-il, lorsque je considère d'où je viens, que ces difficultés-là aient vu le jour? Je trace ce que j'ai appelé ma cohérence historique. C'est-à-dire, lorsque je regarde mon histoire personnelle, comment se fait-il qu'il soit cohérent, que j'ai les difficultés qui commencent à émerger et dont je prends conscience? La troisième étape, c'est, une fois que je saisis qui je suis en fonction d'où je viens, je dois maintenant identifier qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, quels sont les changements que j'apporte. Et ces changements-là répondent à des lois, à des règles, à des étapes bien précises pour parvenir au succès, qui est le développement de son identité par l'élimination de l'emprise de l'héritage émotif, pour éventuellement atteindre la sérénité. C'est-à-dire une harmonie entre l'image que j'ai de moi, la perception, et l'estime que j'ai de moi, c'est-à-dire la sensation qui m'habite à la vue de qui je suis. Et tout ce changement-là, c'est de revenir à l'origine, de revenir à la source, c'est-à-dire commencer à identifier ce que je ressens et articuler ma vie, administrer ma vie dans le respect et en continuité avec ce que je ressens. Et c'est durant ce processus de changement-là qu'a lieu l'affrontement des peurs que j'ai acquises. Donc, le changement génère toujours initialement un inconfort, parce qu'il y a affrontement des peurs et c'est de l'inconnu devant moi. Je quitte une zone de confort. Donc, c'est un peu, de façon très, très large, les grandes étapes à franchir dans toute démarche qui porte le nom de thérapeutique. On dit qu'il y a 3 façons de réagir face à une peur. Soit l'affronter, soit la fuir, et il y a des gens qui figent également. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces 3 stratégies? Si vous entrez un chat dans une pièce, vous fermez la porte et vous lui faites peur et mal. Qu'est-ce que vous allez observer étape par étape? La première, le chat va s'agiter parce qu'il cherche une porte de sortie. Il cherche à fuir. Le premier réflexe devant la peur chez l'humain et l'animal, c'est la fuite. Ça n'est pas l'agression, l'attaque. Sauf, par exemple, chez le délinquant. Le délinquant a cultivé dans ses mécanismes de survie l'agression, et l'agression est tellement rapide au niveau de l'impulsivité qu'il n'a pas le temps de sentir la peur. Ça existe, ça, chez certains délinquants. Donc, le premier réflexe, c'est la fuite. Mais la fuite s'appuie sur l'hyperactivité. On s'agite. Donc, la majorité des gens qui évoluent sous l'emprise d'une peur qu'ils ont acquise ont des problèmes d'hyperactivité. Dans l'hyperactivité, ce qui est dommage, c'est que la conscience peut à peu près pas être efficace. Vous savez, la conscience a été bien définie par le docteur Alexandre Lowen, qui est le fondateur de la bioénergie. Il dit ceci: la peur commence avec la perception de la sensation. Point. Donc, une personne dont le vécu l'a conduite à couper contact avec sa vie émotive parce que ressentir était souffrant, peut difficilement développer sa conscience parce que ce qui l'alimente n'est pas disponible. Parce que la personne a réussi à ne pas ressentir. Deuxième élément qui contribue au développement difficile de la conscience, c'est cette hyperactivité-là. Donc, plus la personne circule vite dans la vie, plus elle cultive une distance avec elle-même, ce qui nuit à la conscience de soi, parce que la conscience permet d'être à la fois acteur et spectateur de soi. Dans d'autres circonstances, lorsque la fuite devient impossible ou non efficace, le cerveau va augmenter la concentration d'une hormone cérébrale, qui est la noradrénaline, qui sécrétée dans le sang fait sécréter l'adrénaline, et là, l'agressivité s'intensifie. Alors, toutes les personnes qui ont développé dans leur enfance un
contact avec les peurs qu'ils ont acquises, ont des problèmes d'agitation, ont des problèmes de distance avec leur vie émotive, donc la nourriture de la conscience n'est pas disponible, et ils ont des difficultés avec la gestion de l'agressivité qui peut s'accumuler, être réprimée ou sur laquelle on peut perdre contrôle. Mais en bout de piste, toute personne qui évolue sous l'emprise d'une peur n'a pas d'autre choix que de l'affronter. Ce qui a fait dire à un gourou français, Arnaud Desjardins, dans son livre L'audace de vivre, il a dit ceci: pour vaincre la peur, il faut être la peur. Donc, il faut accepter de ressentir ce dont on a toujours fui, la présence. C'est une des nombreuses conditions requises pour changer la façon avec laquelle on administre sa personne. Parce que lorsque, vous l'avez mentionné, l'exemple est probant avec le chat, lorsqu'une peur est réelle, où il y a un danger pour notre vie, exemple, un serpent entre dans la pièce, c'est instantané, là. On a une réaction, on n'a pas besoin de réfléchir, l'instinct de survie est plus fort que n'importe quoi. Exact. Si on revient avec le chat, si la fuite n'est pas possible, la deuxième étape qu'on observe, c'est que le chat va se ramasser dans un coin qui va le sécuriser, va baisser ses oreilles pour diminuer les surfaces de contact à l'agression. C'est ce que l'animal puis l'humain fait en agression. C'est pour ça que les gens qui se battent se mettent de côté et non pas de face pour diminuer les surfaces de contact à l'agression. Donc, on a les mêmes réactions que l'animal. Et là, il va nous annoncer l'agression. Et si nous, on poursuit, bien évidemment, il tombe dans l'agression. Et là, il faut faire attention parce que on va avoir des aiguilles dans le visage. Donc, les gens qui se sont développés dans un état de peur ont tendance à la fuite, à l'hyperactivité et ont accumulé des pulsions d'agression. Lorsque le corps a absorbé tout au long des années ces pulsions d'agression-là, ça ouvre évidemment les portes à la maladie et surtout dans la région du bassin. Mais ça, c'est un autre dossier. Maintenant, si on transpose ce que l'on dit dans une peur toxique, alors j'ai peur de négocier avec mon patron. Donc là, il n'y a pas de danger pour ma vie. Il y a un danger pour mon portefeuille, peut-être, ou pour mon emploi. Ouais. Alors, ce que vous dites, c'est que je devrais d'abord prendre conscience de cette peur qui m'habite, faire l'inventaire intérieur, mais ultimement, je devrais affronter cette peur. Oui. Si j'identifie en moi une crainte, une peur qui m'habite, voire qui paralyse une démarche que j'ai à faire par rapport à mon supérieur immédiat, que se passe-t-il au juste? C'est l'action d'une partie du cerveau qui s'appelle le système limbique, laquelle partie du cerveau humain et animal contrôle, gère le domaine des sensations. Donc, je peux être un adulte très accompli, un ingénieur d'une compétence absolue. Et quand je me présente au bureau de mon supérieur immédiat, je tombe instantanément dans un état d'enfant. Je suis un enfant qui affronte une autorité. Pourquoi? Parce que le cerveau reconnaît une situation qu'il a déjà enregistrée dans notre développement. Tout ce qui est autorité est dangereux. Donc, le cerveau va provoquer en nous la peur que lui a enregistrée dans une relation parent-enfant où j'ai subi un abus d'autorité. Donc, je me pointe dans le bureau de mon supérieur et j'ai 5, 6 ans, 7 ans au plan émotif. Je peux en bégayer, je peux en suer, je peux ne pas savoir quoi dire alors que je suis en même temps un ingénieur avec une compétence absolue. Alors, c'est tout un passé émotif qui revient, qui est déclenché par les situations du présent. Et on n'est pas capable de contrôler ces émotions. C'est ce qui devient frustrant par moment parce que les gens vont s'arrêter, vont se dire, bon, OK, je vais rencontrer mon patron, je me prépare, voici la demande que je vais faire, voici ce que j'ai accompli au cours de la dernière année, voici ce que je pense que je vaux. J'ai aucune raison d'avoir peur, mais c'est plus fort que moi. Quand je m'installe devant mon patron et qu'on commence à discuter et à négocier, je perds tous mes moyens. Oui, la personne
une situation, dans une relation qui s'apparente à celle qu'il a vécue avec l'autorité parentale. Il y a une superposition qui se fait. Maintenant, comme on a parlé abondamment de la peur, on a différencié les peurs, on a une stratégie maintenant pour ceux qui veulent vaincre leur peur et aussi peut-être se déposer, s'intérioriser et faire l'inventaire. Si vous faisiez un résumé, alors des stratégies à adopter à partir de maintenant, je commence par quoi? La première étape, c'est une fois, évidemment, que je suis parvenu à cerner puis à identifier ce qui m'empoisonne la vie. Deuxièmement, une fois que je suis parvenu à en comprendre les origines, la construction, je suis en mesure, avec ces deux éléments-là, de cerner la nature et l'intensité de mon héritage émotif, celui qui gère ma vie émotive. C'est pas moi qui gère ma vie émotive, c'est lui. Je dois donc, dans une autre étape, en circonscrire les manifestations. Donc, ce que je comprends à propos de moi et d'où je viens, comment est-ce que cela se traduit, se manifeste dans ma vie courante, dans ma vie de tous les jours? Je dois donc débusquer les manifestations de ce que je comprends à propos de moi. Je dois donc faire ce que moi j'appelle mon répertoire de comportement. Lorsqu'on considère le répertoire de comportement, ça signifie je commence à me regarder vivre tous les jours et je commence à identifier comment ces peurs-là, ces craintes-là se manifestent-elles dans les différents domaines de relations humaines que j'entretiens. Et ces domaines-là de relations humaines que j'entretiens, il y en a 5, pas plus et pas moins. Les relations que j'entretiens dans le domaine de l'intimité, donc mon partenaire de vie, éventuellement les enfants. Après ça, le domaine de l'amitié. Ensuite, le domaine de la famille d'origine, les relations résiduelles que j'entretiens avec l'autorité parentale et la fratrie, donc mes frères et sœurs. Les relations que j'entretiens au travail. Et après ça, au plan social. Donc, l'être humain entretient 5 niveaux de relations. Je dois donc prendre chacun de ces niveaux de relations-là et débusquer les manifestations comportementales de ce que je comprends à propos de moi, en ayant conscience de ceci. C'est dans le domaine de l'intimité où la plupart du temps, il y a quelques exceptions, mais c'est rarissime, c'est dans le domaine de l'intimité que ces craintes-là que j'ai acquises dans mon développement se manifestent de façon la plus marquée. Et ensuite, une fois que j'ai fait cet inventaire, j'affronte... Je dois inverser le comportement. Par exemple, si je prends conscience que je suis dans une relation de couple avec une personne qui a tendance au contrôle, à la rigidité, et je perçois que, tel que je l'ai appris, je ne parle pas, je ne m'exprime pas. J'exprime pas mes désaccords, mes sentiments, mes déceptions. J'exprime pas ce qui me rend inconfortable dans le comportement de l'autre. J'exprime pas, par exemple, que chaque fois que je parle, j'ai l'impression que ce que j'exprime n'a aucune importance parce que l'autre n'en tient pas compte, etc., etc. Pourquoi est-ce que je nie ma personne de cette façon-là? Pourquoi est-ce que je n'ose pas être qui je suis en traduisant en mots ce que je ressens et je pense? C'est parce que j'ai appris dans mon développement, dans des circonstances très précises, qu'il y avait du danger à agir ainsi. C'est-à-dire que l'autre peut utiliser ce que je lui laisse connaître de moi contre moi. Donc, je me tais. Alors, je dois faire l'inverse. Je vais maintenant travailler à exprimer en mots précis le contenu de ce que je pense et le contenu de ce que je ressens. La peur, j'affronte ma peur, elle va donc émerger en dedans de moi. Je vais la ressentir. Je vais vivre un malaise parfois marqué parce que je vais avoir peur.
mais je suis en train de payer le prix pour changer. C'est-à-dire accepter de ressentir ce dont j'ai toujours fui, la présence. J'affronte mon héritage émotif. J'avance lentement pour me libérer de l'enfance. Je sors de l'enfance au plan émotif. Il y a deux sorties de l'enfance, physique et émotive. Beaucoup de gens ne vivent plus chez leurs parents, mais continuent de gérer leur vie émotive comme ils ont appris à le faire en tant qu'enfants. La sortie émotive n'est pas réalisée. Donc, lorsque j'identifie un comportement, habituellement, sauf de rares exceptions, encore une fois, je dois développer le comportement inverse. Et c'est là que j'arrête de me soumettre à ma peur, de l'entretenir pour éventuellement provoquer son extinction. Mais tout ce processus-là se fait à condition que j'accepte de ressentir ce dont j'ai toujours fui la présence. À partir du moment où on affronte sa peur, est-ce que la fois suivante, il va y avoir encore cette peur ou une présence d'une partie de cette peur, ou si c'est complètement à éliminer? On n'élimine jamais tout ce qui s'enregistre dans la mémoire biologique d'avant la naissance jusqu'à la mort. On superpose un autre apprentissage à celui qui a été fait. Ce sont comme des couches qui, l'une après l'autre, se superposent l'une après l'autre. Donc, jamais on élimine ça. Alors, Cependant, les nouveaux automatismes qu'on va acquérir suite aux efforts que l'on fournit vont mettre en place une autre façon de s'administrer. Et jusqu'à notre décès, il peut y avoir ici et là certaines situations, alors qu'on est dans un état de plus grande fragilité, par exemple, de fatigue, il va y avoir des situations qui vont provoquer la recrudescence, donc la réémergence de ces sensations antérieures-là. Puis lorsque ça se produit, ça va faire en sorte qu'on va se dire « Merde, je pensais que j'avais réussi à régler ça, mais selon toute évidence, ça s'est pas disparu. » Fait que non, ça disparaît pas. Un immense merci, Gilbert, pour cette précieuse collaboration. Ce fut très enrichissant. On se retrouve dans quelques semaines avec un autre thème relié à la peur qui va nous amener à la dépendance affective. D'ici là, je vous retrouve avec d'autres thèmes reliés à la communication. Merci.